Marion. Donc, merci à tous de votre présence. Merci à nos intervenants pour ce webinaire sur le sujet de l'incertitude qu'on a intitulé donc piloter son développement à l'international sur l'axe Europe-Afrique dans un contexte d'incertitude permanente. Alors, je regardais là ce matin quelques chiffres de croissance pour prendre un exemple sur le contexte d'incertitude. L'OCDE prévoyait pour 2022 une croissance de 2,8%, croissance mondiale. Et puis, en fait, elle a été révisée en juin pour passer à 2,2%. Et puis, finalement, elle sera de 0,5%. Alors ça, c'est pour l'Afrique. Donc, il y avait des perspectives de croissance très importantes, de plus de 6% pour certains pays. Et elle ne sera finalement que de 4%, 4,1%. Voilà. Autre exemple, je dirais, qui peut nous amener à vraiment nous poser des questions sur ce qui se passe. Encore une fois, cet exemple de la BAD pour nos amis africains. Les pays devraient être en croissance sur 2023, Sénégal, Rwanda, Niger, Maurice, Congo, Égypte, pour en citer les principaux pays supposés être en croissance l'année prochaine. Des pays qui devraient être peut-être moins bien lotis sont des pays comme le Maroc ou l'Afrique du Sud. Par contre, est-ce qu'on a pris en compte l'effet Coupe du Monde dans ces prévisions? Pas sûr, en tout cas pour le Maroc. Peut-être qu'il y aura des surprises. Donc, bon, c'est une façon peut-être, je dirais, d'introduire ce sujet. On va donc traiter cette thématique avec trois éminentes personnalités qui, chacun dans leur domaine, vont illustrer cette thématique et apporter leur éclairage, leur vision. J'aurai l'occasion de les présenter très rapidement. Ce que je voudrais, c'est d'abord peut-être dire un mot sur le programme et la façon dont ça va se dérouler. Ce que fait Convergence, opérateur de services pour le développement international des entreprises et des organisations sur l'axe Europe-Afrique. Il y a peut-être un outil ou une petite réflexion que je voulais montrer qui n'est pas nouveau, puisque comme vous voyez, il date de 1987. C'est le concept VUCA qui avait été formalisé au départ par l'armée américaine et qui aujourd'hui revient au goût du jour et est réutilisé par beaucoup d'acteurs et d'observateurs pour essayer d'analyser et comprendre ce qui se passe. Et donc, cet acronisme, en fait, comme vous voyez, décrit un certain nombre de situations qui sont toutes en fait des situations qui génèrent de l'incertitude. Alors, l'incertitude en bas à droite, c'est l'incertitude par rapport au présent. Et puis ensuite, on a ces trois situations d'ambiguïté, de complexité, de volatilité qui, elles aussi, génèrent évidemment une situation incertaine et parfois très compliquée à gérer pour les entreprises, les acteurs économiques, les organisations. Donc, ça reste un outil de réflexion et on verra comment on peut y faire référence là dans ce webinaire. Ce que je voudrais donc tout de suite vous présenter, donc il y a trois thématiques. Une thématique sur un changement de paradigme que nous connaissons et qui sera illustré donc par Louis Bachou, que je présenterai dans un instant. Ensuite, le sujet des marchés de l'énergie en 2023, qu'est-ce qui nous attend?
qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ce secteur. Et puis, une troisième intervention de Jean-Louis Muller, que j'aurai aussi l'occasion de présenter, sur les situations critiques, comment j'allais utiliser le mot gérer, Jean-Louis, mais que tu n'aimes pas. Donc, c'est comment traverser, piloter ce genre de situation avec des clés d'attitude et de comportement que pourra nous donner Jean-Louis. J'avais prévu que quelqu'un intervienne. Bon, ce sera pour une autre fois, une personnalité du monde de l'entreprise, une autre, mais ce sera partie remise. Je voudrais tout de suite dire un mot sur Louis Bachou. Donc, Louis Bachou nous fait l'amitié, il me fait l'amitié d'intervenir régulièrement dans les webinaires Convergence. Louis Bachou est une personnalité aujourd'hui en France. Il a été urbaniste, il a été architecte, il a travaillé à l'international. Il est aussi aujourd'hui écrivain, et puis il est cofondateur d'un think tank Humaniv qui a, de mon point de vue, de beaux jours devant lui, puisqu'il répond à des problématiques majeures, et Louis Bachou nous en dira peut-être un mot. Louis, je te laisse prendre la main tout de suite sur ce dont tu vas nous parler. Un nouveau paradigme pour bâtir un projet d'entreprise inspirant et donc répondre à cette problématique de pilotage de son développement international et de se mouvoir dans un environnement turbulent. Je te laisse la main. À toi la parole. Merci à tous d'abord d'être venus, et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Je vais vous lire simplement un morceau que j'ai écrit en 2017, qui est une merveilleuse introduction à ce que je vais dire ensuite et à nos réflexions communes. Cela commence par « Moi, Dieu monnaie », depuis l'excellente idée de mon très fidèle président Nixon, grand argentier, qui m'a permis de créer la monnaie virtuelle, la monnaie de crédit, en même temps que le dogme de la croissance comme bien suprême. Tout le reste en dépend. L'État, l'impéritie, les taxes, les impôts, la liberté fictive, la justice engagée, la richesse espérée, le bonheur fabriqué, le quotidien dans le mieux-être attendu, ou les guerres civiles ou nationales, la pauvreté, le racisme, la faim, l'émigration, tout. Fin de la croissance et l'homme ne mange plus. Si la croissance s'éteint, les billets à mon effigie ne valent plus rien. La seconde citation que je vais faire est celle du général de Gaulle qui disait « La véritable école de décision est la culture générale. » Au fond des victoires d'Alexandre le Grand, on retrouve toujours Aristote. En effet, il faut commencer aujourd'hui par ces problèmes, car nous sommes dans un environnement d'entreprise épouvantable. Vous avez un désordre social en France considérable. Deuxièmement, vous avez... Coupez votre micro, s'il vous plaît, Kadidia. Pardon. Vous avez donc un désordre social français considérable, puisque nous avons un président d'une 5e République, c'est-à-dire à caractère monarchique, qui ne peut plus commander car il n'a pas de majorité. Et il y a, en plus, un désordre croissant puisque la classe moyenne est en train lentement de se prolétariser et de se paupériser. Vous avez un désordre européen. L'idée était bonne de vouloir créer une fédération européenne.
mais cette fédération européenne n'aboutit pas. Nous sommes toujours avec une monnaie européenne et dans laquelle ce sont les pays du Nord, particulièrement l'Allemagne, qui en font la valeur d'échange. Et malheureusement, l'Allemagne et la France ne font plus couple actuellement. Troisièmement, vous avez un désordre mondial. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'environ 10% des pays recensés par l'ONU sont en guerre, dont la principale pour nous est l'Ukraine avec la Russie. Mais avec l'Ukraine, vous avez naturellement tous les pays de la bordure de ce pays, de cette entité, vais-je dire, puisque c'est une entité actuellement qui fait combattre l'Amérique contre la Russie. Vous avez la Syrie, l'Éthiopie, le Soudan, le Mozambique, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan et ainsi de suite. Je peux continuer. Vous avez une démographie insensée, en ce sens que la démographie en Europe est par femme environ 1,6. Vous avez une démographie en Chine qui est aux environs de 1,9 par femme. Vous avez une démographie qui est donc en civilisation occidentale ou en civilisation stable, dirions-nous, qui est inférieure au renouvellement de la population. Et par contre, vous avez en Afrique aux environs de 5 enfants par femme, et vous avez en plus un âge médian, c'est-à-dire 50% de la population au-dessus et 50% au-dessous, de étranges, je vais vous le dire, puisqu'en Europe, on est aux environs de 41 ans, et en Afrique, on est aux environs de 4,7, avec un exemple d'un pays que je connais bien, qui est le Nigeria, dans lequel j'ai fait les brasseries de la 33 Export, et avec Technip à cette époque. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'âge médian est de 15 ans, c'est-à-dire 50% de la population est au-dessus de 15 ans, mais 50% au-dessous. Vous comprenez bien que pour nourrir une population de ce genre, il faut qu'il y ait une croissance, et une croissance extraordinaire. Or, vous venez d'apprendre que la croissance n'était pas au rendez-vous. Donc, il y a en même temps, je vais vous donner 2 exemples. Vous avez le Burundi, qui a un PIB par habitant d'environ 570 $, et vous avez un PIB par habitant au Luxembourg. J'ai pris deux pays que l'on qualifierait de petits, le Burundi faisant 12 millions d'habitants et le Luxembourg faisant 500 000 habitants réels et 2 millions de résidents, qui est aux environs de 140 000 $ par habitant. Donc, vous voyez bien que toutes ces différences vous imposent un grand remède. Et comme il n'y a pas d'autre solution quand vous voulez créer une entreprise ou vous avez déjà une entreprise, nous sommes tous dans un commandement de culture générale, c'est-à-dire que pour lancer une entreprise, il faut déjà que vous ayez une forte culture générale et que vous connaissiez en particulier l'histoire des pays qui sont autour et avec lesquels vous devez échanger. Car aujourd'hui, rappelons-nous que la mondialisation, quoi que l'on fasse, est en route. Pourquoi ? Parce que nous parlons du réchauffement climatique, nous parlons de la montée des eaux et nous parlons de la mort de la biodiversité. Donc ça, c'est un problème mondial, donc on verra toujours les problèmes sur le plan mondial. Donc, nous sommes tous soumis aux événements
seuls les flexibles, les adaptables, transformeront un écueil en un gain. Premièrement, dans une entreprise, il y a du personnel. Quand le bateau est ivre, il faut qu'il y ait un véritable équipage. Et pour qu'il y ait un équipage, il faut qu'il transcende l'équipe. C'est ce que veut dire un équipage. Vous êtes sur un bateau et vous êtes dans une tempête. Et comme vous voulez créer une entreprise ou que vous voulez stabiliser la vôtre et trouver le moyen de survivre tant que les événements seront aussi incertains, il faut absolument que vous ayez un équipage. Et pour avoir un équipage, la première des choses, c'est de jouer sur notre différence par rapport aux autres mammifères, c'est de créer un projet commun, un mythe commun. C'est-à-dire que nous allons faire. Alors, je peux vous donner mon expérience puisque j'ai été confronté à 1974-1979 et qui ont été des moments pénibles. Je peux vous dire que en 1974, j'avais donné un projet commun à mon équipage qui était tout simplement de gagner de l'argent ensemble. Car vivre ensemble, c'est aussi gagner de l'argent ensemble. Et donc, j'ai fait en sorte que tous mes collaborateurs, tous les collaborateurs ne fassent qu'une équipe. Nous étions très horizontales au lieu d'être verticales et nous touchions un pourcentage en fonction de notre travail, un pourcentage sur les bénéfices. Et ça a été considérable. Ça m'a permis, en 1979, quand j'ai senti qu'après tous les problèmes et le deuxième choc pétrolier, j'ai senti qu'il y avait un énorme problème, j'ai donc aussi fait avec mon personnel, mon équipage, j'ai fait l'étude de nos problèmes autour. Qu'est-ce que c'est que les problèmes autour? Eh bien, c'était tout simplement quel est l'environnement que nous allons avoir. L'environnement français. Nous étions architectes et nous avions commencé quelques économies à l'étranger, particulièrement, nous avions travaillé particulièrement avec les États-Unis et nous commencions à voir un certain nombre de réalisations américaines. Aussi, j'ai proposé au personnel de créer immédiatement une succursale aux États-Unis, car 79 nous permettait déjà de comprendre. On a commencé à partir de 79 les dettes en France. Et donc, on commence à avoir les dettes, on a commencé à voir la multiplication du prix de l'énergie, et par 3 ou 4, si j'ai bonne mémoire, et résultat de l'opération, nous avons créé en 79, et nous avons bien fait, car M. Mitterrand est arrivé en 81, et pendant 4 à 5 ans, il y a une instabilité complète dans le travail, et nous avons réussi à faire travailler, grâce aux chantiers américains, tout notre personnel d'exécution en France, c'est-à-dire les plans d'exécution, les réceptions et tout cela. Et nous avons réussi ceci. De la même façon, en 82, nous avons traité sur le Nigeria, l'Afrique, car l'Afrique commençait. La consommation, l'Afrique commençait à devenir consommatrice. Et donc, nous avons lancé les brasseries de la 33 Export. On l'a fait au Nigeria et au Cameroun pour nous. Et nous avons réussi à vivre fort
correctement dans notre société, qui était la société française. Alors, il faut toujours prendre dans la tempête, il faut une île qui fait rêver. Alors, quelle est l'île qui va faire rêver? Il faut la trouver pour votre personnel. Cela peut être aussi une création. Nous avons commencé à faire de l'urbanisme, c'est-à-dire que nous avons commencé à attaquer les quartiers avec une idée qui, à cette époque, faisait rire tout le monde. La fin des centres-villes est proche si nous faisons des centres commerciaux autour. Et donc, nous nous sommes battus. Je suis allé, et ça, c'est extrêmement important. Je vous donne ces exemples tout simplement pour vous montrer que jusqu'en 1996, date où j'arrête les cabinets d'architectes que j'animais, tout simplement pour des raisons médicales, eh bien, l'ensemble de mes, je vais dire, de mes amis, parce que nous étions des amis, nous étions une famille, je tiens à le dire que ma secrétaire, ma dernière secrétaire vient encore me voir depuis 1996, date à laquelle j'ai arrêté, mon chef de projet vient me voir actuellement et nous vivons de temps en temps ensemble et nous parlons de nos affaires personnelles, car nous sommes une famille. Voilà, vous avez compris. Il faut que gagner de l'argent, ce n'est pas très important. Il faut que le gagner ensemble, le gagner ensemble. Et ça, cela change absolument tout l'aspect. Alors, dans cette tempête que vous allez avoir, vous avez à définir les pays vers lesquels vous devez aller. Alors moi, bon, je ne peux pas vous donner en fonction des différentes, mais la première des choses, une fois que votre personnel est devenu presque une famille, et ce sont les événements qui vont en faire une famille, il faut d'abord que vous définissiez les pays et les qualités de votre entreprise par rapport aux populations vers lesquelles vous allez. Il est bien évident que vous n'allez pas pouvoir vendre des voitures de luxe au Burundi. Donc, c'est inutile de jouer. Il faut définir pourquoi j'avais choisi les États-Unis. Et ensuite, j'ai choisi le Liban. Pourquoi j'ai choisi les États-Unis? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de personnes parmi le personnel parlaient l'anglais. Et deuxièmement, parce que les États-Unis, dans le PIB, étaient bien au-dessus, 3 fois. D'ailleurs, ils sont actuellement aux environs de presque 2 fois au-dessus de la France, qui n'est qu'à 40 000 $. Je tiens à vous le préciser tout de même. 43 000 $ par personne, par habitant. Donc, définir le pays vers lequel et les pays vers lesquels vous allez vous adresser avec votre produit ou votre service. Alors, le service, j'enferme naturellement les problèmes de architecture, urbanisme, puisque nous avons fait de l'urbanisme aussi à Philadelphie. Donc, on peut exporter nos connaissances facilement. Mais ces connaissances doivent être toujours un plus par rapport au pays dans lequel vous êtes. Vous allez travailler. Un plus qui est très important, il faut donc connaître, étudier, et c'est ce que j'appelle la culture générale, les populations auxquelles vous allez vous adresser, que ce soit dans le produit ou que ce soit dans le service à la personne, ou au service à l'industrie. Je n'ai pas hésité à travailler avec McDonald's, et d'ailleurs, on a fait une réalisation tout à fait particulière avec McDonald's à Nogent-sur-Marne pour montrer. Et nous avons fait le premier salon de glace à Gendaz. Donc, il faut trouver tout le temps ce que
les autres attendent de vous. L'innovation ou attendent des autres, de vous et des autres, naturellement. Ensuite, il faut toujours rechercher. Est-ce que j'ai dépassé le temps? Je vois que vous me regardez, monsieur. Non, non, Louis, tu as encore 3 minutes. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on conclue, en fait, enfin, tu termines et puis ensuite tu puisses dire finalement quels sont les 2, 3 conseils que tu voudrais donner, toi, tes conseils personnels, si tu les résumes, à la communauté des chefs d'entreprise, des entreprises qui sont notre communauté. Très bien. Alors, quelles sont les différences entre entreprise de production et celle de service? L'entreprise de production est beaucoup plus limitée que celle de service, car le service, l'homme est infiniment adaptable, c'est-à-dire que mon cabinet qui, au début, ne faisait que du magasin, je l'ai emmené dans l'immeuble, et particulièrement aux États-Unis, où le balcon, en Californie par exemple, le balcon ne se faisait pas, les caves ne se faisaient pas, et nous avons introduit des caves à Los Angeles, les caves à vin, et nous vendions des immeubles avec cave à vin, et avec la cave qui était remplie. Et donc, nous avions en plus l'aide des vinicoles de France. Donc, voilà comment nous avons essayé de travailler. En plus, nous avons exporté des couturiers et nous avons importé McDonald's, Häagen-Dazs en France et Burger King. Les premiers Burger King sur les Champs-Élysées, c'est nous qui les avions importés. Ils ont disparu sur les Champs-Élysées. Donc, toujours prendre les différences qu'il y a entre les pays vers lesquels vous allez aller et les pays vers lesquels vous allez ramener. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez que j'ai amené aux États-Unis certaines notions qui étaient des notions de bien-être vivant et que j'ai ramené en France tout simplement des plaisirs faciles et populaires, c'est-à-dire McDo, Burger King, des choses qui, par là même, allaient commencer. Pour l'Afrique, c'est différent. Chaque pays. Oui, il va falloir conclure là, en fait. Donc, oui, si tu peux, voilà, conclure et puis donner peut-être un dernier conseil à tout le monde. Aujourd'hui, si vous voulez, votre entreprise ne peut être qu'une entreprise d'équipe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il faut absolument intéresser votre personnel, tout le personnel, au chiffre d'affaires et aux résultats. Trouver le projet commun, trouver le projet commun à tous, collectif, qui emmène dans cette collectivité de pensée le résultat vers une réussite. Mais il faut donc faire toute l'étude préalable à l'exportation de vos services ou l'exportation de vos produits ou l'importation de certains autres produits. Il faut le faire en collectif, c'est-à-dire en travaillant collectivement et en cherchant naturellement à trouver les possibilités de fusion sur certains points avec les pays. Il faut toujours, les populations étrangères, il faut qu'ils se trouvent eux aussi, que vous ne venez pas pour uniquement gagner de l'argent, mais que vous faites un partenariat. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à faire vivre les différentes sociétés dont j'étais l'animateur. Je vous remercie de votre intérêt.